Donc, je m'appelle David De Better, je suis artiste photographe et je tiens premièrement donc comme on est dans une forme de cadre de restitution de résidence, de remercier l'Institut pour la photographie de son soutien. Et aussi je suis ravi de recevoir et d'échanger donc autour de mon travail avec Pierre Lagrange que j'ai invité aujourd'hui. Donc s'engager dans une recherche autour de l'ufologie qui est l'étude des ovnis, ça a été pour moi explorer et commencer une recherche avec des interrogations et des questions qui sont liées à l'invisibilité. Les ovnis, pour quelqu'un comme moi, qui s'intéresse à l'iconographie, est finalement avec le temps quelque chose qui est devenu assez frustrant, car il y a peu d'images et ce sont surtout les mêmes. On peut donc, pour citer quelques mots de Pierre, suite à un échange qu'on a eu il y a 2 semaines, c'est l'OVNI, ce sont des témoignages. L'OVNI, ce sont des lieux d'observation. L'OVNI, c'est un type qui pointe le ciel et on ne sait pas ce qu'il regarde forcément. On peut alors se dire, et c'est des questions que je me suis posées en tout cas au début de ma recherche, c'est une recherche qui a commencé en Espagne, quelle est la dimension qui m'a poussé à m'intéresser à construire ce projet, qui est toujours en cours et qui s'appelle The Skeptics. C'est la rencontre en 2018 avec Vicente Juan Ballester Olmos à Valence en Espagne, qui est un des penseurs importants de ce courant qu'on appelle non pas l'ufologie mais l'ufologie scientifique. Et l'ufologie scientifique est une communauté à la marge de penseurs qui regroupe une centaine d'amateurs en Espagne. Et le point d'intérêt, on le développera pendant cette conversation, mais c'est surtout ce qui m'a intéressé, c'est leur approche de la réalité et de la perception qu'on le retrouve décrite dans leurs écrits et qui, on peut lire en tout cas comme une forme de tentative de déconstruire ce mythe moderne des ovnis. Alors je ne sais pas si Pierre, est-ce que tu as toi-même, ça a été un point d'accroche aussi, Vicente Juan Ballester Olmos que j'ai rencontré en 2018, tu as toi-même fait la rencontre de Juan Vicente quand il était believer et croyant à Valence. Alors moi, donc j'étudie les débats autour des ovnis, l'ufologie en fait, depuis que j'ai commencé mes études en sociologie. Et ce que j'ai étudié ce sujet comme une controverse en fait, puisque la caractéristique des débats autour des ovnis, c'est d'être une controverse qui ne finit jamais. En science, le principe de la controverse sert à établir des faits pour passer à autre chose. Ce qui se passe avec les ovnis, c'est qu'en fait on a une controverse qui dure et sur laquelle en fait tout est tout le temps remis en question. Le point d'accord, un des seuls points d'accord qui fait l'unanimité, c'est qu'il y a des gens qui rapportent avoir vu des ovnis, mais à partir de ça, tout est débattu, la nature des faits, les caractéristiques des témoins et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est un phénomène qui émerge au début des années 50. Donc les premières observations de ce qu'on appelait des soucoupes volantes, c'est 1947, c'est là où l'expression est lancée et où on commence à traiter le sujet justement comme une croyance populaire. Ça, on décrit souvent justement les ovnis comme une croyance populaire, et il faut bien comprendre qu'en fait, ce qui est surtout présent dès le départ, c'est l'ovni dénoncé comme croyance populaire. Donc il faut toujours faire une espèce de pas de recul en arrière et justement, ce qui est intéressant, c'est que les premiers ufologues, dans les premiers soukoupistes au début des années 50 apparaissent pour enquêter sur ces sujets en essayant de démontrer cette réalité qui fuit de toutes parts. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au fil des ans, ces ufologues vont se distinguer en différentes écoles, on va dire, différentes écoles de pensée. Et à la fin des années 70, à partir de 77, va apparaître un nouveau courant en France, notamment qui s'appelle qui va être appelé la nouvelle ufologie. C'était l'époque des nouveaux philosophes et tout. Donc, la nouvelle ufologie apparaît dans la foulée, et ces ufologues-là en fait se caractérisent comme sceptiques, c'est-à-dire que sceptiques au sens où ils considèrent que les ovnis sont une mythologie contemporaine. C'est un phénomène socio-psychologique, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de phénomène nouveau à étudier, ce sont des méprises, et ces méprises ont donné lieu pour eux à la création d'une mythologie propre au XXe siècle technologique.
Et donc, évidemment, les ufologues, on va dire pro-ovni, parce que là aussi c'est très compliqué, parce qu'en fait ils sont tous sceptiques et croyants, puisqu'ils se renvoient ces termes à la figure. Donc les ufologues vont résister à ce courant sceptique, mais peu à peu, ces rangs vont grandir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement de la France, en Italie, certains auteurs, certains ufologues vont vont publier des textes qui vont renforcer cette idée que les ovnis sont un mythe contemporain, et en Espagne également. Et à ce moment-là, à la même époque, à la fin des années 70, il y a tout un groupe en Espagne avec Ballester Olmos et en Italie avec Iso, Eduardo Russo et quelques autres, qui vont créer des premières revues ufologiques à comité de lecture, c'est-à-dire basées sur le modèle de revues académiques. Et ces gens-là vont devenir des sceptiques, c'est-à-dire qu'ils vont eux aussi théoriser, essayer d'expliquer comment les ovnis sont un mythe contemporain. Donc en fait, Ballester Olmos, qui est un ingénieur de formation, est un ufologue qui a commencé dans les années 60 par essayer de déterminer la réalité du noyau dur d'OVNI, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que ces objets matériels, ces machines qui faisaient irruption dans notre ciel. Et peu à peu, il est devenu de plus en plus sceptique. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très radical sur le sujet, qui considère qu'il n'y a probablement pas d'OVNI original, de phénomène original derrière ce qu'on appelle OVNI. Il n'y a que des méprises. Donc il y a tout un réseau comme ça, et évidemment il y a un groupe local autour de Ballester Olmos en Espagne qui développe ces idées. Et là, ils sont en train de préparer un ouvrage collectif, par exemple. Donc, pour rebondir là-dessus, par rapport à dans mon travail et ma recherche, donc il ne s'agit pas, pour expliquer aussi ici, de croire ou d'adhérer aveuglement au sujet. Peut-être d'essayer de comprendre pourquoi on discute de ce type de sujet, ça c'est une hypothèse aussi du travail, mais il s'agit surtout d'utiliser le sujet comme un objet de réflexion qui, au-delà de la fascination qu'il exerce, qui peut exercer sur moi, devient pour moi un levier pour développer une recherche. Donc là, il y a trois grandes notions qu'on va aborder avec Pierre, en tout cas, et qui sont à mon avis les rouages aussi de la recherche, qui sont celles des petites... celles des analogues, donc c'est ce que j'ai appelé mythologie, rituel et analogue, qui sont relatifs au paysage. L'ufologie scientifique par le prisme des pseudosciences, on en parlera et je mets ce mot avec des guillemets par rapport à l'utilisation et à l'emploi de ce mot des pseudosciences, mais qui m'a intéressé dans la rencontre que j'ai pu avoir lors de notre rencontre avec Pierre. Et aussi la photographie comme inscription dans son lien qu'elle peut avoir avec la véracité, l'enregistrement des faits et son lien avec la science. Peut-être, si on a le temps, un point de conclusion, notamment aussi autour de la question de l'obsolescence et de la technologie, qui sont des grandes notions qui traversent aussi, moi, ma recherche de manière plus large, au-delà de ce sujet des UFO, bien sûr. Donc, historiquement parlant, les météorites, les pluies de météorites ou encore les pierres de foudre, les glottes de feu, roches volcaniques peuvent être considérées comme les ancêtres de certains phénomènes atmosphériques qui est la définition actuelle des ovnis. On n'emploie plus UFO ou ovnis, c'est-à-dire quand on se réfère aussi à des phénomènes perceptifs ou autres apparitions. Donc une partie du travail à la fois vidéo et photographique a été réalisée sur les hauteurs du Teide, c'est l'image qu'on voit ici, qui est sur l'île espagnole de Tenerife, et ce site c'est Lucanca Valley. Alors pourquoi il m'a intéressé, c'est que ce site de Lucanca Valley, dans notre époque contemporaine, j'ai envie de dire, qui est depuis des siècles le lieu de croyances étranges et de récits qui se superposent, en 1974, il y a l'implosion d'un missile balistique américain qui crée un halo lumineux de 30 km de diamètre entre les îles Canaries et le sud Sahara. Ce qui provoque en fait sur les îles Canaries, la naissance du mythe OVNI. Du coup, il y a plusieurs vagues successives qui consolident cette mythologie, jusqu'à un grand rassemblement. Et donc ça, ce sont des images que j'ai pu acquérir dans un petit livret qui s'appelle Contactos Extraterrestros, où il y a eu un rassemblement allant jusqu'à 10 000 personnes sur ce site qu'on considère
comme un magical places dans le jargon ufologique, et 10 000 personnes qui se sont réunies en 1989 pour un contact alien. Alors du coup, je ne sais pas Pierre si tu veux parler aussi de ce type de lieu qui m'intéresse moi dans le travail. Je vais vous en montrer. Oui, alors, là, il y a plusieurs choses en fait qui se mêlent dans ce que tu as photographié notamment, c'est-à-dire qu'à côté donc des ufologues comme Ballester-Olmos qui représentent une école sceptique au sens où ils réduisent les ovnis à un mythe contemporain, il y a l'événement là des Canaries où un missile, il y a eu des photos qui étaient publiées dans la presse à l'époque, ça a fait le tour du monde cette histoire. Et donc visiblement, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert en découvrant ton travail. Donc ce lieu est devenu une espèce de lieu de rassemblement d'une autre frange de l'ufologie. L'ufologie, c'est vraiment un endroit où il y a des groupes très diversifiés. Et je dirais, à l'opposé des gens comme Ballester-Olmos, il y a des personnes qui investissent certains lieux emblématiques. Alors, par exemple, un des lieux qui a investi, c'est le Mont Rainier aux États-Unis, qui est la montagne au-dessus de laquelle Kenneth Arnold, le premier témoin de soucoupe volante, a fait son observation le 24 juin 1947. Donc il y a régulièrement des gens qui se réunissent sur les flancs du Mont Rainier pour invoquer les ovnis. Alors là, on est plutôt dans la frange de gens qui sont même hors de l'ufologie, qu'on regroupe dans la catégorie de ce qu'on appelle les contactés. C'est-à-dire c'est toute une catégorie de personnes qui, eux, n'ont plus de problème avec les débats sur la preuve, sur l'analyse des photos, des témoignages et tout, certains d'entre eux sont directement en contact avec les extraterrestres, ce qui résout quand même pas mal de problèmes. Et donc, ils vont sur ces lieux pour créer, matérialiser ce contact. Et visiblement, donc à Tenerife, il y a un de ces endroits qui est né après ces fameuses photos d'explosion de missiles. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais il y a comme ça tout un tas d'endroits sur Terre qui sont des lieux où se réunissent des gens qui attendent plus ou moins, on va dire, les extraterrestres. Mais c'est une autre catégorie de personnes. Et alors, par ailleurs, certains de ces lieux, quand on parle d'analogue, ça fait référence à toute une série de sites sur Terre qui sont étudiés par ailleurs par les scientifiques qui s'intéressent notamment à Mars ou à d'autres planètes et qui cherchent sur Terre des lieux qui présentent des caractéristiques communes, par exemple le désert d'Atacama au Chili, avec certaines régions de Mars ou d'autres astres du système solaire. C'est ce qu'on appelle des analogues. Il y a tout un tas d'endroits sur Terre qui présentent un certain nombre de caractéristiques géologiques ou autres, ou météo, tout ça, qui les rapprochent notamment de la planète Mars. C'est un des lieux qui a été l'objet de recherches d'analogues sur Terre pour pouvoir tester notamment des robots pour des missions spatiales ou des habitats pour de futurs habitats sur Mars. Donc voilà. Merci. Du coup, cette partie de la recherche a pour ambition d'aller investiguer donc, ce qu'on appelle aussi des chaos géologiques, donc notamment sur ces hauteurs du Teide, et c'est des projets qui sont investis, que j'investigue à la fois par la photographie argentique, le moyen format, mais aussi par l'utilisation d'une pellicule, d'une caméra 16 mm, d'une Beaulieu, qui fabrique comme ça une sorte d'archive, une sorte de fausse archive sur ces sites. Et on a l'impression d'être aussi dans une dimension qui donne une dimension anachronique aussi à la proposition et à l'installation vidéo. Sur la thématique de l'ufologie et la question des pseudosciences, moi j'aurais voulu t'entendre en fait peut-être redéfinir cette notion de pseudoscience que je trouve aussi intéressante dans l'écho qu'elle peut faire sur la question de l'ufologie scientifique qui est au croisement de la pratique amateur et finalement de la science dite officielle des chercheurs. Et est-ce que peut-être cette question finalement de la pseudoscience peut être adaptée pour définir cette pratique amateur de l'ufologie scientifique? Alors, l'ufologie scientifique, c'est donc les gens qui sont autour de Ballester-Olmos. Oui. D'accord, donc là on est plutôt sur les sceptiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué dans le développement de l'ufologie, c'est que dès le départ, donc les premiers groupes revendiquent l'idée d'enquêter sur ces phénomènes pour établir leur existence, c'est-à-dire de se suppléer aux scientifiques qui à l'époque ne s'intéressaient pas au sujet
et aux militaires qui étaient considérés comme en train de désinformer sur la question. Donc les premiers réseaux d'ufologues sont apparus comme des lanceurs d'alerte, en fait, avant la lettre, qui essayaient d'alerter sur là. Et alors le terme scientifique a souvent été accolé au terme d'ufologie, mais d'un autre côté, le sujet a été, comment dire, là aussi c'est comme ce que je disais tout à l'heure à propos de la croyance, on définit souvent ce sujet comme une croyance. En fait, ce qui sature le débat, c'est plutôt le scepticisme. Et l'ufologie est devenue un exemple par excellence de ce qu'on appelle des pseudosciences. C'est-à-dire que depuis les Lumières, et notamment les débats autour de Mesmer et du magnétisme animal, et plus récemment à la fin du 19e, avec l'émergence d'abord de la profession de physicien qui a dominé la représentation des sciences, et puis l'émergence de milieux rationalistes, c'est-à-dire qui ont fait l'interface entre les sciences et le public pour essayer de véhiculer une certaine image des sciences. Il y a eu tout un discours qui s'est opposé à ce qu'on a qualifié de sciences occultes, de fausses sciences, de pseudosciences, qui étaient donc tout un tas de disciplines dont certaines étaient anciennes, style astrologie ou alchimie, et dont d'autres ont émergé à partir de la fin du 19e. Alors, l'une des principales, c'était les sciences psychiques, ce qu'on appelle la parapsychologie aujourd'hui, la métapsychique, qui est née dans le contexte de transformation des sciences en profession à la fin du 19e, où les disciplines scientifiques deviennent de plus en plus des disciplines universitaires qui sont liées aux intérêts des États, et il y a comme ça tout un tas de disciplines qui vont, soit des disciplines un peu anciennes, c'est par exemple l'art de la baguette qui va devenir la radiesthésie au début du XXe siècle, l'astrologie qui va vouloir devenir scientifique en établissant des corrélations, en utilisant les statistiques, et puis des disciplines plus nouvelles, l'ufologie qui émerge après 1947, et d'autres disciplines comme la cryptozoologie, des zoologues qui vont rechercher tout un tas d'animaux bizarres, étranges à la surface de la planète, qui sont censés être des survivants de la préhistoire, ou des animaux connus par des rumeurs mais dont on n'arrive pas à établir l'existence. Et donc en fait, il y a tout un discours qui va employer l'expression de pseudosciences pour maintenir un clivage entre les vraies disciplines académiques qui sont enseignées à l'université et tout un tas de disciplines qui revendiquent le statut de science en étant systématiquement repoussé vers la sortie. Le cas de la parapsychologie est intéressant parce qu'en France, la parapsychologie c'est considéré comme une pseudoscience, elle n'a pas d'existence académique. Dès qu'on sort des frontières et qu'on va aux États-Unis, en Écosse ou dans d'autres pays, il y a des laboratoires, des départements de parapsychologie dans tout un tas d'universités, et la parapsychologie par exemple est incarnée regroupée au sein d'une association qui s'appelle la Parapsychological Association, qui est membre de l'association pour le progrès des sciences américaine, c'est-à-dire la structure scientifique qui publie le magazine Science, qui est une des plus grandes revues scientifiques au monde. Donc on voit bien que, comme certains sujets comme l'hypnose, il y a des objets étudiés dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des pseudosciences qui ont un statut très flottant, fluctuant, et où finalement on ne sait plus trop, et du coup on ne sait plus trop où est la limite entre les vraies et les fausses sciences. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans cette notion de pseudoscience, c'est que c'est moins un outil pour décrire ces choses-là qu'une nouvelle énigme qu'il faut en fait ouvrir et essayer de décortiquer pour comprendre quel est l'usage de ce terme de pseudoscience. Pour prendre une comparaison avec l'histoire des sciences, c'est un peu comme le problème de l'occulte au début de la formation des sciences modernes, des sciences expérimentales à l'époque de Newton, où Newton est à la fois un des fondateurs des sciences modernes et à la fois un des derniers alchimistes. Donc il y a comme ça toute cette catégorie d'occulte a été l'objet au XVIIIe siècle d'un intense débat. La catégorie de pseudosciences, c'est de fausses sciences, c'est un peu ça. Le fait qu'on soit passé des sciences occultes aux pseudosciences montre bien d'ailleurs la filiation avec des questions qui se posaient entre le XVIIIe et XIXe siècle, après la période des Lumières. Donc pour moi ce terme est intéressant parce que c'est une nouvelle énigme en fait dans l'analyse du débat plus qu'une solution. Mmh. Alors sur cette thématique de la photographie comme notion, la photographie comme inscription, il y a
Il y a à la fois plusieurs périodes et plusieurs catégories dans la photographie d'OVNI. On avait discuté la dernière fois. On peut voir, et il y a ces images qu'on a ici sous les yeux, qu'on a peut-être tous en tête, qui sont depuis les années 40, sont les images fabriquées, c'est-à-dire celles dites mises en scène, et apparaissent ensuite, donc à partir des années 70, et peut-être qu'il y a un parallèle aussi assez fort avec cette communauté d'ufologie scientifique, en tout cas ces sceptiques, qui à partir des années 70 sont celles liées aux erreurs mécaniques, aux phénomènes optiques comme les lens flares, à l'altération du négatif lié au développement des films, ou encore des superpositions ou reflets qui viennent du coup créer cette narration ou ces apparitions dans les images. C'est une partie peut-être qu'on peut... Là j'ai quelques exemples donc, sous les yeux, qui sont une photographie, par exemple celle-ci qui est le cas d'une rayure, qui est une photographie qui vient et provient de ce site et de cette vallée d'Esdalen en Norvège, qui est une photographie que j'ai photographiée en allant sur ce site. Et on a aussi cette image ici, par exemple, qui appartient, où on voit en haut à gauche de l'image, qui est une image d'un rassemblement donc sur le site du Teide, qui est ce lens flare qui apparaît et qui a donné lieu aussi à une voix off qui fait partie de mon installation vidéo, qui est en fait l'échange d'ufologues sur ces bugs qui apparaissent dans les images et au sein des photographies. Du coup, je ne sais pas si tu voulais... c'est vrai que sur cette catégorie ou ces périodes en photographie... Voilà, ce qui est intéressant en fait, c'est que le travail que tu fais, tu as pris comme angle privilégié tout ce qui est ces artefacts photographiques qui émergent. Alors, par exemple, j'en ai une là, c'est une photo donc, des années 60, diffusée par un groupe qui s'appelait le CEREC, le Centre d'études et de recherche des éléments inconnus de civilisation, qui était à la fois sur la question de l'archéologie fantastique, donc avec les visites d'extraterrestres dans le passé qui auraient construit les pyramides, les statues de l'île de Pâques, et Stonehenge et autres, et qui étaient aussi des ufologues. Et par exemple, ils avaient diffusé une photo comme ça qui ressemble à des espèces de taches de révélateurs pendant le développement, donc des erreurs techniques. Et le travail que tu fais est plutôt axé sur ce genre de documents où on ne sait jamais si l'objet est dans le ciel ou si il est juste sur la photographie en fait. C'est ça, il y a une espèce de... on ne sait pas trop sur comment il faut regarder l'objet. Et en fait, donc c'est vrai qu'historiquement, le problème des ovnis très tôt, c'est comme c'est lié au témoignage, très tôt il y a eu un débat sur le fait que les témoins évoquaient des phénomènes qui n'existaient pas, et très tôt donc, s'est posé le problème de la preuve, et notamment de la preuve photographique. Et dès 1947, il y a des gens qui commencent à communiquer des photos qu'ils auraient réalisées de phénomènes qu'on appelle à l'époque des soucoupes volantes. Et donc les premières photos, ça va être des photos de phénomènes célestes, des lumières par exemple, nocturnes, qui souvent sont très difficiles à interpréter parce que avec un appareil amateur, faire une photo du ciel la nuit, une des toutes premières photos qui a été diffusée, c'est le 5 ou 6 juillet 1947, prise par un garde-côte qui s'appelait Frank Ryman, et c'était une photo du ciel nocturne au-dessus de Seattle, où il disait qu'il avait photographié donc, une lumière inexpliquée. Le problème, c'est qu'entre la qualité de la photo qu'il avait réalisée, la qualité de reproduction et de transmission par les systèmes de téléfax de l'époque, Acme et les réseaux de presse, et la qualité de l'impression dans les journaux qui était assez écradingue, et le fait que moi, à l'époque, quand j'ai essayé de rechercher ce genre de documents, je devais lire ces journaux sur des vieux microfilms qui rajoutaient, où on perdait encore un niveau de... Donc j'ai longtemps cherché où était la soucoupe en fait. Et les journaux s'en sont rendus compte, puisqu'au bout d'un moment, en fait, ils ont rajouté une flèche sur la photo pour dire la soucoupe c'est ça, c'est pas les autres petits points qui sont liés aux trucs de fax, de reprographie et autres. Bon, donc la plupart du temps, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Et alors, au début des années 50, on commence à voir des photos d'un autre niveau qui apparaissent. Là, j'en ai quelques-uns pour aller les faire circuler. En Amérique, donc aux États-Unis et notamment au Brésil. Alors, des photos où la soucoupe est parfaite, là, il n'y a aucun problème, on ne peut pas douter qu'il y a une espèce d'objet manufacturé dans le ciel. Ce n'est pas une erreur de laboratoire,
c'est quelque chose qui a été photographié dans le ciel. Mais alors évidemment, on se pose la question de est-ce qu'une soucoupe est passée ou est-ce que quelqu'un a lancé un objet dans le ciel ou a été suspendu par un câble. Et alors moi, ce qui m'a toujours intrigué dans ces photos, quand on les regarde, c'est que en fait, elles sont... Il faut bien comprendre, donc les témoins, les photographes racontent qu'ils ont vu un objet qui a traversé le ciel et ils ont eu le réflexe de le photographier. Certains arrivent à faire 4 ou 5 photos de l'objet. Et moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est la manière dont si vous êtes surpris par un phénomène que vous photographiez, en général, vous allez vous centrer sur l'objet. Là, il y a une espèce de respect des proportions et de création d'un paysage. Vous avez le sol, la soucoupe est toujours dans le dernier tiers supérieur. Donc je me dis, il avait quand même toutes les chances d'être hors champ et de rater le truc. Et donc beaucoup de ces photos sont construites comme des espèces de tableaux. Et certains ont même des cadrages avec des bords de maison d'un côté, de l'autre et tout. Et ça ressemble beaucoup notamment aux peintures spatiales de Chesley-Bonestel ou à certains tableaux flamands ou de paysages où c'est un artiste, c'est un travail d'artiste amateur, je ne sais pas comment il faut désigner, mais il y a un travail de mise en scène, de mise en image qui a été fait. Donc ça c'est une autre catégorie d'image. Et donc l'autre catégorie, alors il y a encore une dernière catégorie que je voudrais montrer, c'est en plus donc de celle d'erreurs comme ça, c'est certains ufologues, alors là c'est la fin des années 50, ont essayé de comprendre comment les scientifiques utilisaient la photographie. En science, on n'établit pas l'existence d'un phénomène parce que le scientifique aurait eu la chance, au détour d'un chemin, de photographier tel animal bizarre ou tel phénomène météo ou autre. Non, la science, elle se fait par des réseaux d'hommes et d'instruments répartis sur la planète qui captent des phénomènes avec des enregistreurs. Et du coup, certains ufologues se sont greffés sur ces réseaux. Là, c'est un appareil qui était dans le sud-est de la France, un analyseur de trajectoire qui photographiait le ciel la nuit en pause pour repérer tout ce qui était météorites et objets qui pouvaient passer dans le ciel qui intéressaient les astronomes. Et sur certaines de ces photos, il y a des objets insolites. Et donc certains ufologues, notamment un ufologue qui s'appelait Aimé Michel, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet qui ont été traduits en anglais, s'est intéressé à la manière dont les scientifiques justement mettaient en scène, parce que ce genre de photos n'a plus rien à voir avec les photos d'OVNI, c'est des choses, on ne comprend pas du tout ce qu'il y a, si on n'est pas astronome, on ne sait pas que tel trait c'est telle étoile qui brille en pause pendant plusieurs heures, et donc c'est des photos qui sont... En fait il y a une curiosité dans ces photos, c'est-à-dire cette photo-là, on comprend tout de suite ce que c'est. Le problème c'est qu'elle est totalement opaque, cette photo. On ne peut rien dire de ce qu'on voit. C'est quoi? C'est un vaisseau spatial extraterrestre ou un enjoliveur de voiture qui a été jeté en l'air? Cette photo-là, pour le public, elle est totalement opaque, mais les scientifiques ont toutes les légendes nécessaires pour pouvoir les interpréter. Et donc certains ufologues se sont dit, et alors, les gens comme Ballester Olmos ont un peu suivi ou Richard Haynes, dont tu as sans doute nous parler, ce sont les images qu'on voilà, se sont intéressés à la manière de suivre les procédures d'inscription et d'images créées par les scientifiques pour essayer d'avoir des phénomènes qui puissent justement rentrer dans le circuit de débat qui est propre aux sciences. Mais la plupart du temps, ce processus ne peut pas fonctionner parce que sur ce genre de photos, c'est très difficile de le mettre en branle puisque quand les scientifiques réalisent une photo, c'est pas une surprise, c'est quelque chose qui est prévu, qui est budgété, enfin qui est une inscription dans un réseau. Donc en fait, il y a une différence assez importante entre ces différents types d'images, c'est qu'elles ne traduisent pas du tout les mêmes univers et les mêmes réseaux, en fait. Donc voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans les photos lisses, c'est que ça correspond à une partie justement de ces photos qui suscitent des débats sur ce qu'elles montrent, en fait. Oui. Effectivement, il y a une partie donc, du travail qui est plutôt une exploration abstraite, alors il y a cette idée dans mon travail aussi de rejouer, de reconstruire, de remettre en scène finalement des situations, des expériences et de les photographier par l'image. Et donc ici, ce sont l'image qu'on voit ici, donc je rejoue moi-même en
laboratoire, donc des sortes de déficiences visuelles en laboratoire photographique, par des explosions assez sommaires que je réalise directement sur des films négatifs grand format, donc du 20-25, qui viennent brûler directement la surface du négatif. Donc c'est une série d'images abstraites qui peut s'appréhender comme une sorte de fausse collection d'apparitions, mais ce qui nous donne à voir vraiment la surface et les brûlures qui apparaissent sur la surface photosensible l'émulsion du négatif. Et c'est toute une recherche aussi qui, pour moi, engage une sorte de double discours, qui est à la fois une sorte de réflexion aussi sur la matérialité et la photographie, et à la fois sur cette limite qu'il peut y avoir de cette représentation aussi d'un ailleurs qui est donnée à voir ici par des explosions abstraites sur négatif. Alors peut-être pour conclure cette brève rencontre, d'une manière plus large, en fait, dans ce travail, hein, pour moi, s'appréhende comme une sorte de méditation sur l'obsolescence, sur une croyance, sur l'hypothétique fin d'un mythe moderne ou pas, par le biais de ces ufologues, en tout cas scientifiques. Il y a chez ces ufologues et dans cette communauté de sceptiques une sorte de désillusion, je l'ai senti, on la voit dans les écrits. L'évolution de la pensée ufologique, l'arrivée du scepticisme à la fin des années 70 traduit aussi un certain désenchantement. Et la question que je me posais aussi, c'est est-ce que cela traduit, cette arrivée du scepticisme traduit ou démontre peut-être une impasse dans laquelle est l'ufologie aujourd'hui. Et cette pratique qui est peut-être détachée de mon positionnement en tant qu'artiste et plastique, mais plutôt sur en tout cas une pratique qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut parler ou pas d'impasse par rapport à cette... Il y a un phénomène qui m'intrigue en fait dans le développement de la nouvelle ufologie, donc cette ufologie sceptique, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de suivre ce mouvement. J'ai commencé mes études fin 1982. Et ça fait partie des premiers ufologues que j'ai rencontrés. Donc pendant des années, j'ai suivi leurs débats, souvent très violents, entre les ufologues pro-extraterrestres, on va dire pro-ovni, et eux-mêmes. Des revues étaient entièrement consacrées à ces débats qui n'en finissaient pas. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait, donc il y avait cette idée d'opposer l'ufologie romantique, on va dire pro-extraterrestre, qui était dans l'irrationnel, et cette ufologie qui avait acquis une certaine maturité scientifique. Or, si on s'y maîtrise un peu, si on analyse dans les mêmes termes les deux courants, on se rend compte qu'en fait, ce qu'ils appellent l'hypothèse socio-psychologique, c'est-à-dire cette idée d'expliquer les ovnis comme un phénomène, comme un mythe contemporain et comme interprétation, en fait, elle remplit la même fonction que l'hypothèse extraterrestre. L'hypothèse extraterrestre, c'est une hypothèse qui est difficile à tester parce que on peut, l'étendre pour englober tous les phénomènes qui se présentent. C'est une hypothèse qui est extensible à souhait, et le reproche que les ufologues sceptiques faisaient à leurs amis croyants, entre guillemets, c'était que l'hypothèse extraterrestre, on pouvait expliquer tout et n'importe quoi avec elle. Puisqu'on a affaire à des extraterrestres, qu'on ne sait pas ce qu'ils sont, ils peuvent faire tout, y compris envoyer des ovnis quand il y a une rentrée atmosphérique de météorites ou de choses de genre, et donc se glisser intentionnellement pour passer inaperçu dans des choses de genre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'hypothèse socio-psychologique, elle remplit également la même fonction, parce que la psychologie et la sociologie, on peut aussi expliquer tout grâce à ça. Et un certain nombre de publications qui ont été faites par ces ufologues sceptiques montrent que cette hypothèse est également très difficile à tester, parce que par définition, on peut attribuer tout, les photos, tous les détails qui sont donnés par les témoins peuvent aussi être interprétés comme un phénomène socio-psychologique. Et donc en fait, alors évidemment, on gagne en économie parce que c'est plus simple d'imaginer qu'on a affaire à un mythe moderne plutôt qu'à une intrusion d'extraterrestres, ce qui oblige à rajouter une population de non-humains. On a déjà du mal avec les non-humains, les animaux non-humains,
que l'écologie nous invite à prendre en compte. Donc si en plus il faut rajouter des extraterrestres qui viennent de l'autre bout de la galaxie, ça va compliquer la tâche du néolibéralisme qui a décidé de mettre un terme à la vie sur Terre. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la symétrie entre les deux domaines qui sont finalement pas si éloignés que ça, et on peut comprendre que ce soit les mêmes qui soient passés de l'un à l'autre du coup. Voilà. Merci. Eh ben, on terminera là-dessus. Je te remercie, Pierre, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci.